Spotlight, le podcast de décryptage ciné-série qui met en lumière les phénomènes du moment. Spotlight. Alors notre podcast Spotlight est consacré cette semaine au film Scandale qui sort sur les écrans ce mercredi 22 janvier. Il est porté par un prestigieux casting, Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, entre autres. Le film nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision américaine. L'histoire est inspirée de la chaîne d'infos en continu Fox News et de l'affaire Roger Ailes, son PDG controversé, accusé de harcèlement par de nombreuses collaboratrices. Je suis Brigitte Baronnet et en compagnie d'invités, nous allons commenter ce film dont la thématique résonne inévitablement à l'ère de MeToo ou post-MeToo, l'occasion notamment d'évoquer ces films et séries qui se sont emparés du sujet avec toi, Jean-Maxime Renaud. Bonsoir. Et donc d'approfondir la question du harcèlement dans le monde du travail, que cela soit dans le monde du cinéma, de la télévision ou dans tous les milieux professionnels. Alors nous avons convié 3 invités qui pourront nous apporter leur éclairage sur toutes ces questions. Marilyn Baldec, vous êtes déléguée générale de l'association AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Bonsoir. Anaïs Makiné-Denecker, vous êtes journaliste et consultante en développement de programmes audiovisuels. Vous avez écrit le roman Pour quelques minutes de célébrité, dont l'intrigue se situe dans le monde de la télévision. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Fabienne Sylvestre, cofondatrice et coordinatrice générale du Lab Femmes de Cinéma, cofondatrice du Festival européen des Arcs. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les 3 d'être ici. Donc, ce podcast est enregistré en public au Forum des Images à Paris, dans le cadre du Club 300 Allociné. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous prendrons des questions du public en fin d'émission. Alors, restez bien jusqu'au bout avec nous. Tu dois adopter la mentalité du flic de base irlandais. Le monde est un véritable enfer, ses habitants sont des crétins paresseux, les minorités sont dangereuses, le sexe c'est mal mais intéressant. Et demande-toi ce qui fait peur à ma grand-mère ou ce qui met les nerfs à mon grand-père, et tu tiendras un sujet pour Fox. C'est tellement évident. Les femmes sont partout, elles jouent même au tennis et au golf. Et RH appelle parce que tu m'as traité de femelle. Oui, il va falloir que je relise le manuel. Le comportement hors caméra était bien pire. Alors, on va faire un premier tour de table. Vous avez découvert le film là, à l'instant, toutes les 3. Tout simplement, une impression à chaud. Est-ce que déjà vous connaissiez un petit peu cette affaire? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, je l'ai trouvé tristement réaliste. Pour avoir travaillé 25 ans dans les coulisses de la télé en France, j'ai le sentiment que c'est très proche de la réalité et on se rend compte que ça ne se passe pas qu'en Amérique. Ce pouvoir extrême exercé malheureusement sur beaucoup de femmes, on le connaît aussi beaucoup dans le monde des médias en France. Marilyn Baldec, vous voulez réagir? Alors, c'est l'histoire qui est racontée par le film. C'est une histoire qui peut sembler lointaine, d'abord parce qu'elle est outre-Atlantique, mais aussi parce que c'est du cinéma. Mais en fait, c'est pas du tout du cinéma. Enfin, pour la déléguée générale d'une association spécialisée dans la défense des victimes de harcèlement sexuel, pour nous, c'est extrêmement banal, tout ce qu'on voit, aussi bien dans les stratégies de l'agresseur que les réactions des victimes, que les réactions du collectif de travail. Que le dénouement même, puisque bon ça se finit bien pour le combat de ces femmes, mais on voit aussi que finalement elles sont moins bien indemnisées que les agresseurs. Donc tout ça c'est très réaliste en effet. Et pour vous, Fabienne Sylvestre? Moi, je trouve ça difficile de réagir à chaud parce que c'est un film qui m'a quand même impacté assez fort, très américain et en même temps très universaliste. Moi, je suis touchée à titre perso. Je suis touchée aussi le Lab Femmes de Cinéma. Donc, c'est un think tank qui travaille sur la place des femmes dans le cinéma. On travaille plutôt sur la place des réalisatrices, ce qui se passe derrière la caméra, mais qui du coup a aussi des implications sur ce qu'on montre, à voir et à croire. Je crois beaucoup au pouvoir du cinéma dans le fait de permettre au public de se projeter, de permettre à certaines personnes de comprendre des choses qu'ils ne comprendraient pas forcément, de changer de place. Moi, je suis un peu projetée là parce que en tant que femme, ça m'a projetée dans des situations que j'ai connues. Ça me fait bouger aussi parce que dans ce milieu-là, il y a des choses qui se sont passées, des choses qui sont dites, d'autres qui le sont moins. Et puis il y a surtout une influence que le cinéma peut avoir, encore une fois, en montrant et en sensibilisant sur ces sujets-là. Donc voilà, moi je suis plutôt avec le cœur qui fait tout. Voilà. Tu es anti-mec, il faut que tu apprennes à vivre avec les hommes.
Tu es sexy, mais t'es pénible. Regardez, j'en ai toute une liste. Vous croyez que d'autres femmes vous suivront ? Peut-être avez-vous entendu parler d'un différend m'opposant au candidat à la présidence Donald Trump. Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait d'elle, de partout. Oh putain. Est-ce qu'il est en train de dire que j'étais énervée à cause de mes règles? C'est moi le centre de l'histoire? Non. Je vais faire la une? Non. Le public n'arrête pas de regarder parce qu'il y a un conflit. Il s'arrête de regarder quand il n'y en a aucun. On va revenir dans quelques instants sur ces séries et ces films qui se sont intéressés au thème du harcèlement. Mais d'abord, alors vous venez de découvrir le film, mais on rappelle rapidement qu'il s'agit donc d'une histoire vraie. Il y a eu un carton explicatif au début et à la fin. Donc Scandale s'inspire assez librement, à vrai dire, de cette affaire qui a touché donc la chaîne Fox News et qui a explosé au grand jour en 2016. Donc c'est quelques mois avant MeToo et le déclenchement de l'affaire Weinstein, qui a eu un impact médiatique beaucoup plus fort encore que l'affaire Roger Ailes. Donc certains personnages sont fictifs, celui de Margot Robbie par exemple, mais il est inspiré de cas très précis, de plusieurs cas de cette affaire. Et le réalisateur Jay Roach, donc on rappelle, c'est celui qui a réalisé notamment Austin Powers. Donc là, on était vraiment dans la comédie. Là, il a cherché à apporter un peu de respiration à cette affaire, un peu d'humour aussi, via certains personnages, comme celui incarné par Kate McKinnon. Donc les personnages campés par Charlize Theron et Nicole Kidman, quant à eux, sont bien des personnes réelles. Donc en l'occurrence Megyn Kelly et Gretchen Carlson, les deux présentatrices stars de la chaîne, qui ont donc brisé le silence sur les graves faits de harcèlement dont elles ont été victimes. Et donc le film met clairement l'accent sur ces femmes, comme on peut le voir notamment sur l'affiche. Un film clairement girl power. Et on le rappellera sans doute jamais assez, comme vous le disiez à l'instant, Fabienne Sylvestre. Ces films ont un rôle à jouer pour mettre en scène ces récits, ces témoignages, voilà, leur donner une résonance. Alors Jean-Maxime, toi tu as donc essayé de trouver plusieurs exemples de films et de séries qui se sont intéressés récemment à la question du harcèlement et de MeToo. Alors Scandale, c'est le premier grand long métrage hollywoodien à s'inscrire dans l'ère post-MeToo, et ce sera certainement pas le dernier. On sait que des films autour d'Harvey Weinstein sont en préparation. Il y en a un qui sera directement adapté de la grande enquête du New York Times, publié en octobre 2017 et qui a lancé les mouvements et MeToo et Time's Up. Il est produit par Brad Pitt et c'est une femme, Rebecca Lenkiewicz, qui l'écrit actuellement. On lui doit notamment les scénarios de Désobéissance et Colette. Il est décrit dans la veine des hommes du président en prenant surtout le point de vue des journalistes. Juste avant Scandale, la même affaire a été racontée dans la mini-série en 7 épisodes The Loudest Voice, qui est en diffusion actuellement sur Canal+, et qui est un excellent complément au film puisqu'elle offre un autre point de vue, beaucoup plus centré sur Roger Ailes lui-même, sur la création de Fox News, sur son ascension incroyable, ses relations avec le pouvoir politique aussi, et sa chute spectaculaire jusqu'à sa mort en mai 2017. C'est aussi effrayant que fascinant, et Russell Crowe vient d'ailleurs d'obtenir au Golden Globe le prix du meilleur acteur dans une mini-série pour son interprétation effectivement bluffante de Roger Ailes. Alors évidemment, c'est l'avantage des temps de production de la télévision par rapport à ceux du cinéma, c'est que beaucoup de séries ont pu rebondir sur MeToo très rapidement. L'un des meilleurs exemples étant les saisons 2 et 3 de la série judiciaire ouvertement anti-Trump The Good Fight, qui proposait une affaire fictive similaire à celle de Weinstein, puis un scandale sexuel qui frappait le cabinet et son fondateur, une série qu'on vous recommande d'ailleurs, qui est assez peu connue, qui est disponible sur Amazon Prime. Il y en a beaucoup d'autres qui avaient déjà un discours féministe avant toutes ces affaires. On pense notamment à Glow, la série Netflix sur des comédiennes devenues catcheuses dans les années 80, forcément confrontées au sexisme du monde de la télévision qui était équivalent à celui d'aujourd'hui, si ce n'est encore plus fort. Et puis tout récemment, il y a en novembre dernier, la série d'Apple TV+, The Morning Show, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans les rôles de journalistes et présentatrices d'une émission matinale, frappée par le renvoi du co-animateur vedette qui était incarné par Steve Carell, accusé lui aussi de harcèlement sexuel. Une série largement inspirée de l'affaire Matt Lauer, un autre animateur de la matinale Le Today Show de NBC. Et on peut aussi citer les séries Unbelievable et Big Little Lies qui ont marqué les esprits sur les violences faites aux femmes. Et comment ne pas finir sans évoquer la série Phénomène The Handmaid's Tale, qui a démarré en avril 2017, donc quelques mois avant MeToo, mais qui a en quelque sorte préfiguré ce mouvement. Elle a peut-être même permis de préparer l'opinion. Elle a en tout cas éveillé les consciences en adaptant, et c'est bon de le rappeler, un roman de Margaret Atwood sorti en 1985. Alors Anaïs, Fabienne et Marilyn, est-ce qu'il y a une œuvre de cette ère post-MeToo qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez recommander aux gens qui nous écoutent? Moi, j'ai beaucoup aimé la série Unreal, parce que je trouvais que c'était aussi très en adéquation avec la réalité des coulisses de la télévision, notamment dans les
dans les émissions de télé-réalité. Et ce que j'ai aimé dans cette série, qu'on retrouve également là, c'est le comportement de certaines femmes aussi, qui finalement finissent par adopter des comportements masculins pour, on va dire, exister, continuer à exister dans ces milieux où la testostérone est quand même ultra dominante et pour se préserver. Donc j'ai connu aussi des prédatrices à la télévision et je les ai reconnues dans Unreal et j'ai trouvé intéressant d'avoir ce double regard. Une autre recommandation? Pas mieux. Je sais pas si c'est le moment où je peux dire que moi il y a quelque chose qui, alors pour le coup c'est malheureusement, enfin c'est ni une série ni un film, mais c'est une personne qui a témoigné et comment. C'est Adèle Haenel. Bon, je sais pas si vous avez écouté en entier l'interview qu'elle a donnée, tellement structurée, tellement détaillée. En fait, on retrouve exactement la trame du récit de ce film, c'est-à-dire le système qui se met en place, le fait que la personne qui est victime porte le poids de la culpabilité. Ça, j'ai trouvé ça assez bien retranscrit dans ce film-là. En fait, on est à un moment très particulier. Pour moi, on est à un momentum en particulier en France, en ce moment même. Aux États-Unis aussi, je pense. Et d'ailleurs, c'est pas anodin du tout que les films et les séries commencent seulement à s'emparer de ce thème-là, la littérature aussi, bien sûr. On est à un moment où, en fait, la parole se libère et où, moi, j'espère quand même vraiment à un changement de paradigme qui serait le changement de camp de ceux qui portent la culpabilité, quoi. Donc c'est vrai que je suis plus dans les faits réels en ce moment que dans la fiction sur ces sujets-là, quoi. Concernant la France, comme toujours, quand il s'agit d'évoquer des questions sociétales, la télévision a jusqu'ici été très timide en la matière. On notera tout de même que 10% à travers un discours de Juliette Binoche en saison 2 et l'intrigue de Béatrice Dalle en saison 3 s'y est risqué, mais là encore timidement, ce qui nous fait une belle transition du coup donc pour parler de la France dans tout ça et la télévision française plus particulièrement. On s'imagine évidemment qu'il y a beaucoup de choses, vous l'avez dit en début d'émission Anaïs, vous avez donc écrit un livre sur la télévision, sur les coulisses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez vu, entendu, peut-être vécu sur la télévision française? Beaucoup de choses. Après, c'est toujours compliqué de donner l'impression de mordre la main qui vous nourrit ou qui vous a nourri pendant des années. Donc, quand vous parlez de culpabilité, il y a ça aussi. Avant d'écrire ce roman, parce que j'en ai fait un roman, je me suis posé la question de l'impact que ça pourrait avoir et notamment du blacklistage, parce que ces filles ont peur de parler parce qu'elles ont peur d'être blacklistées. Et bon, moi, j'ai produit des émissions pour TF1, pour M6, et oui, je prenais le risque de quitter mon siège doré. Donc, de ce que j'ai vu, moi, je suis arrivée sur une grande chaîne française il y a une quinzaine d'années maintenant, peut-être même 20, on est en 2020, où j'ai été reçue dans le bureau de la DRH pour signer mon contrat. Et la DRH m'a dit d'emblée, voilà, il y a quelqu'un qui va bientôt quitter la chaîne, une grande figure de la chaîne, un présentateur. Juste parce que vous êtes jeune et plutôt mignonne, évitez de prendre l'ascenseur avec lui. Parce que il a des comportements qui ne sont pas appropriés. Mais vous inquiétez pas, on s'occupe de son cas, il va bientôt partir. Et effectivement, quelques mois après, il est parti. Je n'ai donc jamais été victime de cette personne-là, mais d'autres de mes collègues en avaient été victimes et je les ai vraiment reconnus dans ce film-là. Parce que les places sont chères en télévision. Et donc, une omerta règne forcément quand vous risquez de perdre votre job, celui qui vous a fait rêver. Les filles qui ont la chance d'être à l'antenne sont quand même pas très nombreuses. Donc, pour celles qui ont envie d'exister physiquement à l'antenne, on voit cette pression que subissent Charlize Theron, Nicole Kidman dans le film, elle est réelle. On vous dit, c'est un métier d'image, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois désirable, et derrière ce désir, ben, il y a cette frontière qui ne devrait jamais être franchie dans le monde du travail et qui est encore plus présente dans un milieu d'image, bien sûr, mais qui existe aussi dans d'autres milieux. Je voudrais pas avoir l'impression de dire voilà, la télévision est un milieu pourri. Non, c'est pas un milieu pourri. Il y a aussi des gens formidables, mais c'est vrai que parce que c'est un métier d'image et que parce que les places sont chères,
Je dirais que les prédateurs sont plus nombreux qu'ailleurs, sans doute. C'est horrible la comparaison que j'ai faite, mais les pédophiles qui travaillent dans des centres de vacances pour enfants ou qui s'arrangent pour travailler dans des écoles, c'est un peu pareil. Dans un métier d'image où il y a forcément de très jolies filles qui ont très envie de réussir, très envie d'exister à la télévision, les prédateurs sont rois. Il n'y a pas que des prédateurs, il y a aussi des gros lourds, tout simplement. Il ne faut pas les confondre parce que en étant entouré de gens comme ça qui sont décomplexés, qui ont un pouvoir énorme sur la sexualité d'autrui, vous avez aussi autour d'eux, on les voit là dans le film aussi très bien, des gros lourds, c'est-à-dire ceux qui vont vous parler de vos seins ou de vos fesses et qui vont trouver ça normal et rigolo. Mais au quotidien, ça peut être très 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 pesant, ouais. On va élargir au monde du travail, mais j'avais quand même une autre question, enfin même deux. Quand vous avez sorti votre roman, est-ce qu'il y a eu alors des représailles? Est-ce qu'il y a eu des conséquences comme vous le craigniez? Et peut-être ma deuxième question, comment ça se fait qu'en France, finalement, il n'y a jamais eu d'affaires de ce type? Il n'y a jamais de noms qui sont sortis, finalement, là, en vous écoutant, je crois L'omerta, vraiment. Alors, des représailles, oui, enfin, il y a des gens qui me détestent d'avoir osé raconter les coulisses de la télé, même si c'est un roman, encore une fois, beaucoup d'animateurs, de producteurs se sont reconnus. Donc, oui, je suis fâchée avec certains d'entre eux, certains producteurs, animateurs, etc., avec qui j'ai travaillé et qui se sont reconnus dans le roman. Toutefois, bon, ça n'a pas eu de conséquences plus que ça sur moi, dans le sens où je continue aujourd'hui à travailler, notamment pour M6, avec des gens que j'aime et avec lesquels tout est propre et clean. Je ne travaille qu'avec des producteurs aujourd'hui qui respectent mon travail et qui respectent aussi leurs employés et les gens avec lesquels ils travaillent. Donc, j'ai ce luxe aujourd'hui de pouvoir choisir avec qui je vais travailler. Mais si, bien sûr, d'abord, mon bouquin a bien marché, par chance, et c'est les réseaux sociaux qui ont fait son succès, parce que la télévision, évidemment, ne m'a fait aucune promotion. Hein, on va dire les choses clairement. Personne ne voulait me recevoir. J'ai vu aussi, j'ai pas vu le film de Denisot, mais j'ai entendu aussi comment on le descendait en flèche quelque part. Et il y a des scènes dans ce film... toute ressemblance. Voilà, je cherchais le nom du film. Je pense notamment à celle de la fellation sous le bureau de l'animateur du JT. On a l'impression que c'est complètement grotesque et impossible. C'est une histoire qui tourne dans le milieu avec des noms posés dessus depuis des années. Donc, c'est loin, malheureusement, d'être que de la fiction. Scandale montre des faits de harcèlement grave dans le monde de la télévision. Voilà, on vient de l'évoquer, ce qui a donné un impact médiatique fort à cette affaire. Mais bien entendu, comme vous le disiez, ces faits de harcèlement peuvent toucher tous les secteurs. Et alors, justement, Marilyn Baltec, on aimerait bien avoir votre éclairage, vous dont votre association recueille, donc, j'imagine, des dizaines et des dizaines de témoignages. Des milliers même, puisque ça fait 35 ans qu'elle existe. Hein. Ouais. Alors donc ça touche tous les secteurs. Ouais. Peut-être avant de répondre à votre question sur les secteurs qui seraient particulièrement touchés, je pense qu'il est important de faire un point sur les mots qu'on utilise en fait, parce que depuis le début de notre discussion, on parle de harcèlement sexuel, mais en fait, ce que ce film montre, en tout cas au regard du droit français, c'est des réalités juridiques plus complexes que ça et plus précises aussi. Puisque le fait alors par exemple, vous donniez l'exemple de faire des commentaires sur les seins d'une salariée ou éventuellement d'une subordonnée, faire des commentaires sur l'apparence physique ou d'avoir des propos, de tenir des propos connotés sexuellement, d'un point de vue juridique, on va pas pouvoir les classer au rayon des blagues lourdes. Hein. C'est déjà interdit en fait dans les relations de travail. Hein. Et c'est même interdit en droit français si la salariée qui est importunée par ces comportements-là, d'ailleurs je dis la salariée, mais éventuellement ça peut être un salarié, même si elle n'est pas directement visée. On a même cette notion de harcèlement sexuel environnemental
générale, qui est maintenant juridiquement circonscrite, qui a donné qui a fait l'objet d'applications jurisprudentielles d'ores et déjà. Donc ça, c'est du harcèlement sexuel, mais on voit des baisers forcés, par exemple, dans le film. En droit français, c'est pas du harcèlement sexuel, c'est une agression sexuelle puisqu'il y a déjà un contact. Et puis quand on parle de fellation imposée par la contrainte économique ou par l'autorité hiérarchique, par la menace, là on parle de viol. Hein. Là, voilà. Donc ce terme harcèlement sexuel, il recouvre en fait des réalités. Enfin, c'est une réalité juridique qui côtoie d'autres réalités juridiques, voilà, avec des échelles de gravité différentes. Voilà pour ce premier point. Sur la question des secteurs d'activité, alors ce qui est intéressant avec ce type de film, c'est que ça permet de lever le voile aussi sur des secteurs d'activité, là en l'occurrence la télévision, et c'est important aussi qu'on voit ces secteurs-là, parce que pendant longtemps, on a pensé que le harcèlement sexuel, c'était que chez les ouvriers, chez les classes populaires. Il y a aussi tout cet imaginaire. Là, on voit bien qu'en fait, c'est partout, y compris chez les gens qui ont fait des études supérieures. Et c'est pour ça que nous, à l'association, on est très attentifs aussi à ces secteurs-là, qui ont un devoir d'exemplarité plus que les autres aussi. Donc, on a le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, le monde politique, bien entendu. L'affaire Health, elle date de 2016. Nous, en France, à ce moment-là, on était en pleine affaire Beaupin, en fait. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce qui se passait, qui était quand même un cataclysme outre-Atlantique, nous est moins parvenu, parce que nous, on était aussi en plein dedans, en fait, avec une autre affaire dans le milieu politique. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça touche vraiment tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs d'activité qui sont les plus féminisés. Parce que même dans un hôpital où il y a 80% de femmes qui travaillent, il y a quand même des hiérarchies qui sont tenues par les hommes. Plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a de femmes, c'est vrai partout, même si ça a tendance à changer. Donc il y a une concentration du pouvoir au travail entre les mains des hommes, qui ont donc un pouvoir dont ils ont la possibilité d'abuser, y compris sur le plan sexuel. Alors c'est peut-être le moment de prendre des questions dans la salle. Si vous avez des réactions par rapport au film, par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer. Moi, j'ai une question. Ah oui. Non, j'ai pas de question, mais j'avais envie juste de dire que, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la notion d'autorité, qui est centrale, là-dedans, on sent que, alors là, en plus, c'est des femmes de pouvoir, donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que ces problèmes de harcèlement, ils touchent toutes les catégories, mais là, il se trouve que c'est des femmes de pouvoir, et c'est précisément, en fait, toutes les questions de harcèlement, souvent, elles tournent autour de l'autorité et du pouvoir. Et précisément, je reviens à Adèle Haenel, mais qui dit que, en fait, elle a parlé à ce moment-là parce que justement, le moment où elle a pris la parole, elle avait une autorité et un pouvoir au regard de sa carrière, au regard de ce qu'elle avait fait, qui lui permettait finalement d'avoir plus de pouvoir que celui qu'avait à ce moment-là celui qui l'avait harcelée quand elle était une enfant et qu'elle n'en avait aucun. Et en plus, à l'époque, elle avait même pas forcément conscience de ce qui lui arrivait. Donc ça, je trouve qu'on le retrouve bien. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, là où elle va aussi plus loin, c'est qu'elle dit « je ne vais pas porter plainte parce que précisément les plaintes n'aboutissent pas ». Une plainte sur 10 seulement aboutit au pénal sur ces sujets-là. Moi, je l'ai découvert, j'ignorais ça complètement. Et je vous parle de ça parce que je suis complètement dans le registre de l'émotion, je suis désolée, mais j'ai été hyper émue parce que dans le cadre du Festival des Arcs, on a une centaine de bénévoles qui bossent pour nous, et je me suis retrouvée avec une de mes bénévoles qui est là depuis des années, qui est une dame absolument incroyable, qui vient d'un petit village de Luchon. Voilà. Et là, je lui dis comment tu vas? Elle me dit je vais moyen. Tu sais, j'ai ma fille qui a été victime de violences conjugales. Donc je lui dis pourquoi elle me raconte ça? Bon, alors le lab machin. Et là, elle me dit mais tu sais, il s'est passé un truc incroyable, c'est que en fait dans la foulée de l'affaire Haenel, la ministre, vous savez, quelques jours après, a dit, en fait, elle a rien dit. Et puis après,
un peu plus tard, elle a dit, en fait, il y a quand même un vrai problème. En effet, il y a beaucoup de plaintes qui ne vont pas jusqu'au bout et il y a aussi un problème de prise en charge des personnes qui sont victimes de violences dans les commissariats, etc. C'est pas mon sujet de confort, hein, je sors complètement de ma zone de confort. Bref, elle me raconte ça et elle me dit, et en fait, bon, ma fille a vécu ce truc absolument épouvantable, mais je dois quand même te dire un truc, c'est que dans le commissariat, ils venaient de recevoir une note et en fait, cette note les encourageait et leur donnait en fait des indications pour mieux accueillir les victimes dans ce truc-là. Et donc, je boucle ma boucle, c'est que finalement, je suis quand même hyper touchée de voir que du cinéma qui est pas le secteur le plus en avance sur ces questions-là, et ben il y a là en ce moment un truc qui se passe en ce moment précisément, porté aussi par la vague de films comme ça, mais pas uniquement par des témoignages de femmes qui peuvent, et puis peut-être un jour d'hommes, qui sont des porte-voix. Et bah ces gens-là, ils font bouger la société. Et le rapport entre le cinéma et la société et à quel moment bah tout ça est en lien et influence, je trouve que c'est hyper touchant, quoi. Et fort. Marilyn Valdet. Pour tirer le fil, oui, c'est vrai que nous, par exemple, à l'association qui travaillons depuis 35 ans sur ces sujets-là, donc ça fait pendant des années, les associations spécialisées et les associations féministes ont crié dans le désert sans que personne ne reprenne en fait ces analyses, ces constats et puis ce combat. Donc voilà, dans la séquence actuelle, ce qui est extrêmement intéressant et positif, c'est qu'il y a une polyphonie de prise de position et d'engagement en fait qui viennent de toutes parts sur ces sujets-là et qui nous désenclavent, qui nous sortent de notre solitude en fait qui a duré si longtemps en fait sur ces sujets-là. Et ça c'est extrêmement important et c'est important que le cinéma le relaie et pour quand même apporter une note en tout cas qui circonscrite à donc à ce qui se passe en France quand on est une victime de harcèlement sexuel ou d'autres formes de violences sexuelles dans le cadre du travail. Effectivement, il y a la voie pénale, il y a porter plainte contre son agresseur et c'est un parcours de la combattante voilà qui est, je pense, une surprise pour personne ici. Voilà, les commissariats de police auront beau avoir des notes pour être encouragés à travailler sur ces dossiers, c'est bon. Je vais pas cracher dans la soupe, c'est pas si mal que ça, mais si on leur donne pas plus de moyens pour faire ces enquêtes-là, ça va pas non plus être la révolution. Ceci étant, quand ça se passe dans le cadre du travail, ce qui est le cas dans le film Scandale, il y a d'autres voies de réparation qui sont la mise en cause de l'employeur. Là, Gretchen, elle choisit d'attaquer le harceleur lui-même, son agresseur, voilà, parce qu'il y a une clause dans les contrats de travail aux États-Unis, donc c'est une clause d'arbitrage obligatoire, donc elle est évoquée d'ailleurs dans le film, qui interdit ces clauses donc interdisent aux salariés d'attaquer les personnes morales, donc les employeurs, pour harcèlement sexuel. Donc par exemple chez McDo aux États-Unis, il y a eu ces derniers mois en fait énormément il y a eu des grèves, enfin ce qui est incroyable en fait pour le système américain, pour faire supprimer les clauses d'arbitrage et en fait les salariés avec le soutien des organisations syndicales, ils sont parvenus. Ce qui est fou, c'est-à-dire que nous, voilà, on est le pays du syndicalisme et pourtant, enfin, c'est bien outre-Atlantique que ces choses-là se produisent. En France, les clauses d'arbitrage n'existent pas, en tout cas pas à ma connaissance. J'en ai jamais vu dans les dossiers qu'on traite à l'association, même si les victimes sont poussées quand même à transiger pour que les employeurs se dispensent d'une mauvaise publicité devant un conseil de prud'homme. Et on les comprend parce qu'en fait, ces procédures-là, elles sont beaucoup plus efficaces que la voie pénale. Même si moi, mon discours aujourd'hui, mon propos est absolument pas de dire qu'il faut pas porter plainte, même si je comprends le parti pris d'Adèle Haenel. Évidemment, à la place où je suis, c'est-à-dire où je vois tout au long de l'année des procédures qui patinent, je peux pas juger en fait une femme qui choisirait de pas porter plainte. Mais pour autant, nous, on estime qu'il faut pas déserter la voie pénale. Mais à côté, il y a cette voie prud'homale où voilà, parce qu'il y a d'autres règles de preuve, il y a ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve, c'est beaucoup plus facile d'établir des faits de harcèlement sexuel devant un conseil de prud'homme que devant un juge correctionnel qu'au pénal. Donc c'est beaucoup plus facile de faire condamner un employeur pour harcèlement sexuel que de faire condamner le harceleur lui-même. Et donc avec des indemnisations qui peuvent être intéressantes pour les salariés. Et dans les dossiers qu'on suit à l'association, avec un bon travail le nôtre, plus celui des avocates avec qui on travaille, on a quand même des
quand même de très bons résultats sur cette voie-là. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est un peu pareil. Enfin, quand il y a des procédures pour harcèlement sexuel, c'est pas des procédures contre les harceleurs, c'est des procédures contre les employeurs. Et c'est pour ça que les dommages d'intérêt sont si élevés, parce qu'ils sont au diapason du chiffre d'affaires de l'entreprise, quoi. Vous avez une nouvelle chance de poser une question dans le public. Il y a un micro qui va arriver jusqu'à vous. Moi, j'avais une question concernant... en fait, comme vous le dites, c'est ce qui est dépeint dans le film, c'est une réalité qu'on connaît, je pense, plus ou moins toutes. Et est-ce que vous pensez que dans les années à venir, cette prise de conscience de l'opinion publique va vraiment faire changer les choses et peut-être qu'un jour, on verra la fin de cette situation-là, ou est-ce que c'est structurel et entre guillemets, peut-être sortir le mot qui est un peu moche, mais de patriarcat, tant que on est dans ce système-là, ce genre de situation existe et existera toujours. Et selon vous, qui êtes plus ou moins experte sur le sujet, quelles pourraient être les portes de sortie pour nous, pour essayer de sortir de ce statu quo, quoi? Ben oui, il faut lutter pour l'abolition du patriarcat. Moi, j'ai pas d'autre réponse que ça, évidemment. Et je le dis tranquillement. C'est-à-dire que à l'association, à la VFT, notre outil de travail, c'est le droit. C'est de bâtir des procédures pour faire reconnaître la responsabilité d'un employeur, d'un harceleur, etc. Mais ça, sans le combat en fait militant et sans le combat féministe, ça n'est rien en fait. Bien sûr, il faut déconstruire des rapports de pouvoir qui sont ancestraux, mais je crois qu'aussi si on raisonne et en fait si on fait des constats des échelles courtes, c'est assez déprimant. Mais si on dézoome un peu et qu'on regarde en fait tout ce que ce mouvement-là a obtenu en fait depuis des dizaines d'années, en tout cas sous nos latitudes, c'est absolument colossal en fait. Donc voilà, il faut juste continuer. Puis il faut aussi dire que, en tout cas pour ce qui concerne la France, ces dernières années, il y a une éducation populaire féministe des jeunes femmes qui a pris une nouvelle tournure, clairement, avec des mouvements qui drainent quand même énormément de militantes, de soutien. Je pense à Oser le féminisme, au mouvement Nous Toutes. C'est nouveau en fait dans le paysage, même si c'est en germe depuis des années, mais c'est quand même nouveau dans le paysage. Et c'est aussi comment on construit un rapport de force en fait. Et ce rapport de force, j'allais dire qu'il est en marche, mais en tout cas, il est en route. Moi, je voudrais ajouter que le fait que la culture s'empare de ces sujets aussi importants est primordial. Et Scandale est vraiment un film d'utilité publique. Donc, il faut vraiment aller voir ce type de film pour réaliser qu'il faut que ça cesse. Donc, là où vous avez raison, c'est que les mentalités, quand même, depuis 10 ans, je vous rejoins, commencent à changer. Et je pense notamment, par exemple, à une chaîne comme France 2, qui aujourd'hui est dirigée à la programmation par des femmes. Il y a de plus en plus de femmes à l'antenne. Elles sont en train, quelque part, de prendre le pouvoir et de redistribuer les cartes. Et ça, c'est aussi et beaucoup grâce à des mouvements comme MeToo. Ouais, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi une notion de sensibilisation. Je pense que c'est pas du tout un sujet qui concerne que les filles. Ça concerne les garçons qui peuvent être harcelés, ça concerne des garçons qui vont pas être harcelés, mais qui n'ont pas forcément pigé que leur copine oui. Et c'est une espèce de responsabilisation, une responsabilité partagée qu'on a. Le truc quand même très particulier, c'est que quand je parle toujours de ce moment, en ce moment, on se retrouve quand même beaucoup à parler. Alors que, la libération de la parole, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que nous, on le vit vraiment beaucoup dans le cadre du Lab Femmes de Cinéma. Moi, je le vis à titre perso. Je parlais récemment d'un édito dans un magazine de la presse féminine qui m'a quand même beaucoup frappée, où la rédactrice en chef disait « Ah ben moi, ça fait 20 ans que je prends le café tous les matins avec 2 mamans, parce qu'en fait, on a des enfants qui vont à l'école ensemble, et ça fait 20 ans, tous les matins, de toute la semaine, hors vacances scolaires, qu'on se voit, et on se parle de tout, etc. » Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, suite à toutes ces affaires?
on s'est dit, enfin, je leur ai dit, alors vous, il vous est arrivé un truc. Et en fait, ces 2 filles avaient toutes les deux été violées. Elles avaient été violées. Enfin, alors là, on est vraiment, enfin, c'est ça, enfin, tout le monde n'a pas toutes été violées, hein, je vous rassure, messieurs, mais quand même, enfin, et elle disait, et on s'en était jamais parlé, même entre nous, les filles. Donc le côté il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise. Moi je pense que les garçons en fait ils ont pas forcément ils peuvent vraiment, il peut y avoir sur ce thème de place des femmes. Alors on mélange tout parce qu'on parle de harcèlement, on parle de viol, on y va franco, c'est le débat mais bon, parce que aussi tout ça est sur la table quand même. Je pense que il y a quand même très peu, il y a quand même surtout beaucoup de manque de sensibilisation et de gens qui sont pas au courant du côté répandu du problème et de la gravité et du côté de la densité du truc, quoi. Sur la sensibilisation, alors ce qui est important de rappeler aussi, c'est que en France, c'est une obligation pour les employeurs, en fait. C'est une obligation, alors le Code du travail met à la charge des employeurs une obligation de prévention du harcèlement sexuel qui passe, et c'est écrit noir sur blanc dans le Code du travail, par l'obligation d'informer, de former les salariés à la question du harcèlement sexuel. Donc nous, à l'association, c'est une grosse partie de notre activité d'assurer la formation des collectifs de travail. Donc on l'a pas mal fait d'ailleurs pour des médias et notamment pour des télévisions ces dernières années. Et voilà, donc interrogez-vous dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, et même dans les administrations, puisque c'est les mêmes obligations qui pèsent pour la fonction publique. Quelle est la politique de prévention de votre employeur ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Est-ce que y a une politique de traitement des plaintes ? S'il y a une victime de harcèlement sexuel dans votre entreprise, est-ce que vous seriez capable en fait de la conseiller en lui disant voilà, chez nous en fait la première personne à contacter c'est celle-ci, puis ensuite il va se passer cela, tu vas être protégé de cette manière-là, et puis le harceleur il risque cela. En fait, est-ce que chez vous, est-ce que chez Allociné, il y a une politique de prévention du harcèlement sexuel ? Merci de ne pas me couper au montage. Est-ce qu'à la métropolitaine, est-ce qu'il y a une politique effective, opérationnelle, de prévention du harcèlement sexuel au travail ? Alors c'est extrêmement important parce qu'au fond, ce qu'on veut, en fait, c'est que, c'est que nous, on mette la clé sous la porte en tant qu'association, qu'on n'ait plus à soutenir des femmes victimes de harcèlement sexuel. Ce qu'on veut, c'est que ça ne se passe plus. Et pour que ça ne se passe plus, il faut évidemment il faut une évolution des consciences sur ce sujet-là. Et ça passe aussi par la formation, la sensibilisation sur de quoi on parle en fait. De quoi on parle, et nous on se rend compte que c'est efficace. Entre le début de la journée et la fin de la journée, les gens qu'on a en face de nous, c'est plus tout à fait les mêmes. Juste dans l'univers du cinéma, il y a des assises, les deuxièmes qui ont eu lieu en novembre et organisées par le collectif 50-50 dans le cadre du CNC et en partenariat avec eux. Je rends hommage d'ailleurs à l'énorme boulot que fait le collectif 50-50 sur tous ces sujets-là. Et justement, dans le cadre des dernières assises, le sujet a été abordé pour l'univers du cinéma, en disant que à l'avenir, l'idée était que sur les plateaux, dans les tournages, qu'il y ait un référent, qu'il y ait une politique, que voilà. Donc même le secteur du cinéma est en train de bouger. Oui, apparemment, donc j'espère que je ne parle pas trop tôt, mais donc il y a une cellule de prise en charge des victimes qui va être mise en place sous l'impulsion du ministère de la Culture. Donc voilà, donc nous on en sait un peu quelque chose parce qu'on a été sollicité. Donc voilà, à suivre. Peut-être une dernière question. Demain sort un documentaire, Tout peut changer, qui parle en particulier de la représentation des femmes au cinéma, donc de ces personnages. Et je voulais savoir, selon votre avis, si ces représentations depuis les années 80 dans le cinéma américain a eu un rôle important pour appuyer ces agressions, ces harcèlements, et si l'attention aux personnages féminins aujourd'hui permettrait à chacun de voir la femme autrement. C'est une grande question. La vache. Alors, il y a le sujet de qui est derrière la caméra, et souvent, en fonction de qui est derrière la caméra, on va montrer des rôles qui vont être plus ou moins différents
Voilà. Bon, ce qu'on sait, c'est que en gros, au niveau européen, on a à peu près 1 femme sur 5 seulement qui est réalisatrice. On sait aussi que, vous connaissez le test de Bechdel, vous savez, c'est ce test qui dit que en gros un film va être à peu près OK du point de vue du féminisme s'il répond à 3 critères. Le premier, c'est que il y a 2 personnages féminins. Le deuxième, c'est que les 2 personnages féminins ont toutes les 2 un prénom. Et le troisième, c'est que ces 2 personnages féminins ayant toutes les 2 un prénom parlent d'autre chose que d'un homme. Et en fait, vous serez très surpris d'apprendre que en fait on n'est même pas à 40% des films à l'échelle internationale qui passent le test, donc c'est quand même un peu flippant. Donc du coup, oui évidemment, on sait aussi que le cinéma est un art majeur et c'est aussi un art qui donne à voir et à se projeter. Et ce dès la petite enfance, donc dans les films d'animation on a, alors c'est un peu en train de changer je crois, mais je suis ça d'assez près avec mes enfants, mais nous quand on était petites filles on n'en avait pas des tonnes, des filles héroïnes, des Tom Sawyer version féminine, c'était plutôt des Candy qui étaient très sympas, mais qui étaient quand même un peu des victimes. Bref, c'est pas du tout neutre, vous avez raison, et donc il y a un boulot à faire des classes de nos enfants jusqu'au studio d'animation, et puis après en effet les scénaristes, d'être sensibilisés. Nous au lab on travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que on a fait un atelier sur les séries, on avait pas mal de scénaristes de séries qui participaient, et en fait ce que je disais tout à l'heure sur la sensibilisation, il y en a beaucoup qui n'avaient juste jamais réfléchi au fait que en effet sur les seconds rôles par exemple, quand c'est un médecin, c'est pas forcément obligé d'être un mec, ça peut être une femme, voilà, et tout ça donne un paysage qui mine de rien marque notre paysage, notre imaginaire, marque notre manière de nous projeter. Donc oui, vous avez raison, il y a un gros boulot à faire là-dessus, et on est au tout début. Et il faut qu'il y ait plus de femmes derrière la caméra, plus de femmes scénaristes, plus de femmes... tout ça est lié aussi à qui a le pouvoir, qui a l'autorité, c'est sûr. Et j'apporte une toute petite précision, le documentaire que vous mentionnez, Tout peut changer, en fait la date de sortie a changé, ça sort fin février. Voilà, donc pour ceux qui nous écouteraient en podcast, j'ai pas la date précise, mais c'est fin février. Ce Spotlight spécial Scandale est donc terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On rappelle donc que Scandale sort mercredi 22 janvier. On remercie le distributeur Métropolitane qui a rendu cet événement possible. Merci également à vous trois, notre invités Marilyn Baldec, Anaïs Maquinet-Denecker et Fabienne Sylvestre. Merci beaucoup. Merci Jean-Maxime pour tes éclairages. D'autres remerciements pour le Forum des Images qui nous a accueillis, Marielle Gaudry qui encadre ces projections du Club 300, toutes les équipes d'Allociné qui ont été mobilisées pour rendre ce podcast en public possible, ainsi que Nouvelles Écoutes qui est partenaire de ce podcast. Notre prochain rendez-vous, ça sera une émission de Reco Cinéma Série, parce qu'il y a des podcasts Allociné toutes les semaines. C'est notre émission Y'a quoi de bien. Donc abonnez-vous et vous aurez donc des recommandations cinéma série toutes les semaines, et puis des émissions de débat, de focus, comme on vient de le faire ce soir, autour de Scandale. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.